Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes présents aujourd'hui pour notre rendez-vous mensuel Parlons Foncier, le direct. De plus en plus nombreux à nous suivre et je vous remercie vivement de votre fidélité. Je suis Claire Horry, je suis en charge de la communication à la SAFER Occitanie et j'aurai le plaisir, comme chaque fois, d'animer ce webinaire. Alors tout au long de ce webinaire, vous pourrez poser des questions dans le chat et également à la fin du webinaire, un questionnaire de satisfaction vous sera proposé. Alors aujourd'hui, nous sommes dans le cadre de la Semaine de l'agriculture française qui se déroule en ce moment même du 13 au 24 mai 2021 et nous avons souhaité aborder le thème des filières agricoles et notamment de la valorisation des produits à travers la territorialisation. Alors, les signes officiels d'identification de qualité et de l'origine concernent plus de 1100 produits. Donc, c'est des signes qui permettent aux consommateurs de reconnaître les produits. Et avec plus de 250 produits sous signe d'identification et de qualité de l'origine, l'Occitanie est la première région européenne pour le nombre et la diversité de ses productions de qualité. Alors cette réflexion filière et territoire avait d'ailleurs été mise à l'honneur lors d'un congrès national des SAFER en 2014. Sans plus attendre, j'ai le plaisir d'accueillir Claire Delfosse et Dominique Barraud pour échanger et partager sur ce thème passionnant et gourmand. Claire Delfosse, bonjour. Bonjour. Claire Delfosse, vous êtes professeure de géographie à l'université Lyon 2 et directrice du laboratoire d'études rurales au sein de cette même université. Vous êtes également co-responsable de la chaire alimentation Transalim, coportée par l'université Lyon 2 et l'Institut Paul Bocuse. Vos travaux de recherche portent essentiellement sur l'alimentation, donc produits alimentaires, qualité alimentaire, relations ville-campagne autour de l'alimentation et la valorisation de la gastronomie alimentaire, ainsi que sur le développement rural. Vous avez publié plusieurs ouvrages sur l'alimentation et vous faites partie des chefs de file avec Terre en Ville du réseau pour un projet alimentaire territorial qui est co-construit et partagé par les projets alimentaires territoriaux. Je suis ravie de vous accueillir. Dominique Barraud, bonjour. Bonjour. Dominique Barraud, vous êtes éleveur dans l'Aveyron et vous avez transmis l'exploitation familiale à votre fille il y a quelques années, une exploitation en bovin-lait avec 45 vaches laitières. Vous êtes investi depuis toujours, tout d'abord en tant que conseiller municipal, puis adjoint au maire dans votre commune de Luc-la-Briaume, en commune de l'Aveyron, mais également pleinement investi dans le monde agricole. Vous avez occupé le poste de secrétaire général, puis président de la FDSEA de l'Aveyron, ainsi que des responsabilités au sein de la FNSEA, donc Fédération nationale des syndicats d'exploitation agricole, en tant que secrétaire général de 2006 à 2016. Et bien sûr, investi dans le foncier, vous êtes administrateur à la SAFER depuis 1991 et vous êtes actuellement vice-président de la SAFER Occitanie depuis 2017, aux côtés de Dominique Granier, président de la SAFER Occitanie, et Michel Baylac, vice-président de la SAFER Occitanie. Et enfin, depuis 2010, vous êtes président de l'association des producteurs de lait de montagne sous la marque Monlait qui regroupe 470 fermes. Je pense qu'on y reviendra tout à l'heure. Je suis ravie de vous accueillir également. Ben moi aussi. Donc, durant ce webinaire, vous aurez la possibilité de réagir, comme je vous l'ai dit, via le chat. Donc, n'hésitez pas à poser des questions à nos intervenants. Et donc, sans plus attendre, une première question pour nos deux invités. Quel lien faites-vous entre le développement des filières territorialisées et la création de valeur ajoutée ? Donc Claire Delfosse, je me tourne en premier vers vous avec une petite question peut-être en préambule de qu'est-ce qu'une filière pour éclairer tout le monde. De considérer à la fois d'aller du producteur plus que finalement au consommateur
en passant par les transformateurs, hein, qui peuvent être nombreux, mais en intégrant aussi les commerçants. Je pense que c'est aussi quelque chose qui est important. J'ai moi-même, par exemple, travaillé sur les crémiers fromagers et ce sont des acteurs aussi clés de la valorisation des filières territorialisées. Alors, peut-être, qu'est-ce qu'on entend par filière territorialisée? Vous l'avez dit tout à l'heure, hein, on l'associe souvent à des signes de qualité qui font référence à l'origine, donc et en particulier les indications géographiques, donc qui se déclinent dans le système français par les appellations d'origine, les anciens labels rouges qui mentionnaient une provenance, et aujourd'hui surtout les signes européens autour de l'AOP, l'appellation d'origine protégée, et les IGP, les indications géographiques protégées. Alors avec une nuance sur le lien au territoire et sur l'ancienneté du lien de produit au territoire. On évoque aussi les signes, les mentions valorisantes, comme, eh bien, je pense que Monsieur Barraud en parlera tout à l'heure aussi, le lait de montagne, par exemple, donc des provenances, hein, qui permettent aux consommateurs d'associer un produit à une région qui serait censée conférer une qualité particulière au produit. Mais il me semble que cette notion de filière territorialisée, on peut l'entendre un petit peu autrement aujourd'hui dans le cadre des nouveaux débats sur la relocalisation de l'alimentation en particulier, avec l'idée de promouvoir des filières en lien avec des circuits de proximité, des circuits courts, filières territorialisées aussi, qui font l'objet de politiques territoriales, notamment par exemple autour des métropoles, pour accroître l'autonomie, hein, que je mets entre guillemets, alimentaire, en tout cas, renforcer des liens entre l'agriculture et les consommateurs sur un territoire donné. Donc là, pas de signe d'égalité, a priori, sauf peut-être des mentions valorisantes, produits d'ici, ou comme des marques territoriales. On est bien aussi dans l'idée de filière territorialisée. Donc c'était la petite définition de départ. Très bien, je vous remercie. Dominique Barraud, est-ce que vous souhaitez du coup réagir et du coup développer cette première question sur le lien entre filière territorialisée et création de valeur ajoutée? Oui, peut-être d'abord, quand on dit Champagne, Bordeaux, Armagnac, Rosé de Provence, Volaille de Bresse, voilà, on a tout de suite la notion de territoire qui est bien connue en France et de par le monde, et on a en même temps tout de suite, même si on n'est pas un fin connaisseur, la réaction de dire mais tout ça c'est pas le même qui peut le faire. Et la notion de filière, de mon point de vue, c'est aussi l'agglomération de métiers, de savoir-faire qui à l'échelle d'un territoire, alors il peut être de dimensions différentes, c'est trouver les complémentarités pour arriver à créer un produit et à le développer. Ça, et comme on parle d'alimentation, ça revêt un caractère particulier. On se soucie plus parce qu'on ingère un aliment de la façon dont il est fait, de savoir faire, de savoir si tout le monde a été traité correctement. Je veux rajouter par rapport à la notion de filière territoriale le fait que normalement dans une filière territoriale, il y a plus de préoccupations sur la répartition de la valeur. C'est-à-dire que pour que le territoire et le produit se portent bien,
je parle commercialement, économiquement parlant, eh bien, ça souffrirait si chacun n'était pas traité de la bonne manière. Et on s'aperçoit que c'est une tendance lourde, au-delà de ce qui vient d'être dit par Claire Delforce, c'est que effectivement, il y a une tendance forte pour la relocalisation et ainsi de suite, mais la façon dont sont traités les différents acteurs, est-ce qu'ils gagnent bien leur vie, est-ce qu'ils ont des métiers où on se soucie de la pénibilité et ainsi de suite, est aujourd'hui un élément fort de la notion de filière. Et du coup, quand tous ces éléments sont bien travaillés, ça renforce les qualités du territoire et donc de la filière territoriale. Voilà. Merci beaucoup, Dominique. Du coup, est-ce que peut-être vous pourriez nous parler de l'exemple, vous avez un exemple du lait, je le disais en introduction, de mon lait, oui. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? J'ai cité quelques grands noms et il y a plus de 10 ans, avec un groupe de producteurs, on s'est dit la réflexion suivante. Je suis producteur de lait, nous étions producteurs de lait. En 2009, on s'est dit si les quotas viennent à disparaître comme c'est travaillé au niveau européen, qu'addeviendra-t-il du lait en zone de montagne qui n'est pas sous signe officiel de qualité, donc, ou qui n'est pas en agriculture biologique. Donc, comme on avait vu que certains opérateurs utilisaient le terme montagne, on s'est accroché à retravailler avec le ministère de l'Agriculture le terme montagne, le décret montagne, et on a essayé de construire une marque qui met en avant, qui est assise sur un cahier des charges, qui met en avant les particularités de la montagne, 80% d'herbe, des vaches qui sortent toute l'année, autant que faire se peut, c'est-à-dire pas au mois de décembre ni au mois de janvier, mais des vaches qui sortent. Et donc, pour intéresser le consommateur et pour le coup, tenter de créer une dynamique laitière, parce qu'en termes de compétitivité pure et dure, la montagne, et ça représente 57% du territoire en Occitanie, et autant dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, essayer de créer une dynamique qui permette de maintenir une agriculture de montagne qui produit aussi du lait. Voilà. Merci beaucoup Dominique. Alors, on vient de voir ce besoin des filières dans le monde agricole, hein, c'est une véritable marque de qualité. Mais justement, les signes de qualité sont-ils un facteur positif pour les territoires ruraux, Claire Delforce? Oui, si on revient aussi un petit peu sur cette idée de création de valeur. En fait, dans la logique des appellations d'origine dans la création de la loi en 1919, c'était aussi lutter contre des concurrences et des concurrences déloyales. Donc, montrer qu'un produit tient ses qualités d'un territoire dont il porte le nom, comme l'a rappelé Monsieur Barraud à l'instant, et que cela tient à des usages locaux, loyaux et constants qui peuvent être donner un produit ou par exemple un fromage, on va l'affiner plus longtemps ou on va faire appel à des savoir-faire qui nécessitent plus de travail et qui coûtent plus d'une certaine façon. Donc l'idée aussi des signes de qualité, c'était une juste rémunération d'un produit qui offre d'une certaine façon aussi une plus-value au consommateur en termes de goût, d'originalité, etc. Et donc la création de valeur, c'est aussi important dans les démarches aujourd'hui de relocalisation de l'alimentation, dans la mesure où on est bien aussi dans des schémas qui visent à
mieux rémunérés par des circuits courts, ou en tout cas pas courts dans le sens seulement zéro ou un intermédiaire, mais aussi localisés, à mieux faire connaître la qualité du produit au consommateur, qui peut accepter aussi du coup de payer un produit plus cher, mais il sait à qui il paye le produit. Enfin, je pense que là, c'est aussi quelque chose qui est important, et il sait pourquoi il paye ce produit-là. Et dans les logiques récentes de relocalisation de l'alimentation, il y a aussi l'idée d'une plus juste, de la part des consommateurs, je me place de l'autre côté de la chaîne, d'essayer d'avoir une plus juste rémunération aussi des producteurs. Mais quand je parle producteurs, je le dis au sens large, c'est producteurs agricoles, mais aussi transformateurs, entreprises artisanales, régionales par exemple. Alors, du coup, cela, inévitablement, ces signes de qualité, en particulier les signes qui font référence à l'origine, ou la mention valorisante, par exemple montagne, constituent un facteur positif, bien entendu, pour les territoires ruraux. On a longtemps dit, c'est clair qu'un produit, comme on le disait tout à l'heure, la volaille de Bresse, le fromage de Roquefort, eh bien, c'est des régions, en tout cas le Roquefort, qui a longtemps été considéré comme une région déshéritée. Si je reprends des textes de l'entre-deux-guerres, du début du XXe siècle, et qui est peu connu, mais valorisé par ce produit. Valorisé parce que on y produit des choses qui ont une renommée, et que du coup on les laisse, elles sont toujours produites à cet endroit car protégées, mais aussi parce que justement le Roquefort, eh bien c'est un nom qu'on va connaître à Paris, aux États-Unis, ou si on parle de Beaufort par exemple, ou de la volaille de Bresse, eh bien on connaît des territoires grâce à leurs produits. Et on disait à la fin du 19e siècle et dans l'entre-deux-guerres que c'est comme ces produits qui ont un nom géographique sont comme des cartes de visite pour ces territoires. Je pense que ça, c'est important, de vraies cartes de visite. Et donc, le facteur positif pour les territoires ruraux, c'est bien sûr ce qu'on appellerait aujourd'hui du marketing territorial pour les territoires ruraux, les petites villes ou les villes moyennes qui sont au cœur de ces territoires, avec des valorisations aussi patrimoniales fortes. Je pense à des structures muséographiques, à des fêtes aussi, donc de l'animation autour de ces produits, qui sont importantes, mais aussi important et positif pour ces territoires ruraux, parce que on est bien dans des logiques qui évitent la délocalisation d'une certaine façon. Puisqu'on parle de délocalisation industrielle, on a aussi des délocalisations en matière d'agriculture et d'agroalimentaire. Et donc, on maintient dans ces territoires une production qui, de surcroît, va générer de l'emploi, parce que dans certains cas, le cahier des charges interdit certaines formes de mécanisation ou en tout cas de procédés continus ou autres, donc où on valorise des savoir-faire, et des savoir-faire aussi qui génèrent, on avait fait une étude par exemple sur le brie de Meaux, entre un brie pasteurisé et un brie de Meaux d'appellation, eh bien, un nombre de litres égal ou kilo de fromage produit, si vous voulez, eh bien, ça génère beaucoup plus d'emplois. Donc, et puis, on cite régulièrement l'exemple du maintien d'une agriculture en Franche-Comté, dans certaines zones savoyardes, en lien avec la valorisation par les signes de qualité. Voilà. Donc aussi, ce rôle en termes d'emploi, de maintien d'activité, mais aussi d'image et d'image gastronomique. Je pense que pas grand monde ne saurait où est la Bresse si on n'évoquait pas la volaille de Bresse, donc qui souvent revendique une renommée internationale et qu'on retrouve dans les grands restaurants parisiens, mais aussi à l'étranger.
Donc c'est aussi facteur d'attractivité touristique. Je pense par exemple au vignoble, voire à Roquefort. On vient aussi sur ces territoires parce que ces produits, les produits des filières territorialisées maintiennent aussi des paysages spécifiques qui peuvent être aussi attractifs pour les touristes. Je vous remercie Claire Delfosse. Alors je vous l'avais dit en préambule, gourmand, ça, on voyage, hein, ça nous donne faim là, entre ce midi 2. Claire Delfosse, je vous rappelle que vous êtes professeure de géographie à l'Université Lyon 2 et directrice du laboratoire d'études rurales. N'hésitez pas à réagir dans le chat, on prendra les questions sur la fin des interventions. Dominique Barraud, je me tourne vers vous maintenant également. Les signes de qualité donc, sont-ils un facteur positif pour les territoires ruraux? De toute évidence, oui, parce que avant d'être des signes ou des soucis d'offrir la qualité aux consommateurs, moi j'ai pour coutume de dire que Madame Delfosse a cité Roquefort. Je suis de ce département. Avant d'avoir le souci de faire un produit de qualité, les gens de l'ère de Roquefort ont fait ce qu'ils pouvaient là où ils étaient. Parce qu'effectivement, c'était un territoire à faible potentiel agricole. Et donc, on a d'ailleurs, on dit régulièrement que la brebis est la vache du pauvre. Voilà, c'est assez significatif, même si ce n'est pas tout à fait vrai. Mais voilà, je crois que sur un territoire à faible potentiel, avec la volonté de garder la terre où qu'elle soit et de quel potentiel qu'elle est comme une terre nourricière, d'abord pour les animaux, ensuite pour les consommateurs, dans ces orientations d'utilisation, il y a tous les aspects tourisme, paysage, géopolitique, et ainsi de suite, mais d'abord des terres nourricières, parce que terre nourricière, ça veut dire habiter par des agriculteurs, mais comme ça a été rappelé, par des gens qui se sont préoccupés de transformer le lait et de rechercher aujourd'hui sur les goûts des consommateurs, comment on fait évoluer, ainsi de suite. Donc, cette filière qui s'est organisée dans le temps, qui a saisi tout de suite les lois que vous avez rappelé, Mme Delfosse, de 1919, en créant en 1925 la première AOC, marquait bien cette volonté de faire parler un territoire et de faire vivre un territoire. Et du coup, je veux faire le parallèle avec une tendance actuelle qui est forte, qui serait de mettre en avant seulement la marque. Et l'avantage des filières de qualité et des IGP, c'est qu'il y a marque et il y a territoire. Parce qu'on peut très bien passer la commande, alors si je me plaçais à la place des élus, qu'ils soient nationaux, européens, passer la commande aux transformateurs de nous faire des produits alimentaires. Et pour le coup, comme ça se pratique dans d'autres secteurs de l'économie, aller faire fabriquer, aller faire produire son lait, ses fruits, tous ces produits alimentaires où c'est le moins cher, et où c'est le moins cher souvent, c'est là où on exploite le mieux les populations, il se trouve aussi que c'est souvent là qu'elles ont le moins à manger, hein, et de fait, sous couvert d'une marque, ramener des produits alimentairement sains. Voilà. Mais je crois que l'Europe de l'Ouest, la France en particulier, a démontré qu'il était possible de garder une agriculture compétitive et qui a ce niveau d'exigence. C'est-à-dire qu'on est capable de produire sain, mais à des prix corrects, et en même temps, pour une partie de la population qui demain défendra cette répartition, cette notion de terre nourricière, cette répartition des activités économiques sur l'ensemble du territoire,
eh bien, leur offrir peut-être des produits différenciés ou pour tout un chacun, le jour de fête, le week-end, quand on invite ses amis, de les inviter autour d'une raclette Monlait, puisque après avoir vendu du lait sous la marque Monlait, nous vendons aujourd'hui de la raclette et du beurre. Voilà, comme quoi, je peux vous citer aussi ces chiffres. Vous savez, nous on a démarré notre association il y a 10 ans. On a commencé à vendre quelques litres de lait. Hein. Et puis en 2014, on a vendu 1 million, 2015, 2 millions, 2016, 4 millions, pour arriver à 12 millions l'année dernière. Nous ne bénéficions pas on a des accompagnements des comités de massif, mais on n'a pas de subvention particulière pour faire de la publicité ou quoi que ce soit. C'est le consommateur qui, derrière le mot montagne ou derrière telle ou telle appellation géographique, se reconnaît, retrouve ses racines, et ainsi de suite. Voilà. Et je crois que là, quand on parle de filière territorialisée, de développement rural, ça s'est fait pour ces raisons-là. Et il y a un siècle en arrière ou plus. Et il faut que ça continue, il faut que ce soit protégé pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que la matière grise, elle n'est pas répartie en fonction de la localisation de la population. Elle peut être aussi présente dans les territoires que dans les grandes cités. Merci. Oui, Claire, vous souhaitez réagir? Oui, je voulais réagir et insister sur ce point parce que j'ai évoqué tout à l'heure aussi les filières territorialisées dans le cadre de circuits de proximité et de filières de proximité, on va dire, qui se construisent aujourd'hui. Et ces filières, elles se construisent beaucoup aussi autour des métropoles. Et on a tous ces débats autour de améliorer l'autonomie alimentaire des métropoles aujourd'hui dans les politiques publiques. Il ne faut pas oublier que les espaces ruraux et que certains espaces ruraux justement n'ont pas forcément une métropole juste à côté et qu'elles ont besoin aussi de commercialiser au loin et qu'elles ont besoin de l'agriculture aussi pour exister, pour maintenir des paysages qui seront ensuite consommés entre guillemets aussi par des citadins dans le cadre de pratiques de loisirs. Donc justement, bien mettre en valeur aussi et aujourd'hui ne pas oublier les filières territorialisées sous signe de qualité type AOP, IGP, qui sont souvent justement assez éloignées des villes, pas toujours, j'exagère, mais je suis moi-même briarde et je suis originaire de Meaux, donc on n'est pas éloigné de Paris. Mais pour certaines, sont comme on a évoqué Roquefort, mais ça peut être aussi, je sais pas moi, la lentille du Puy. Aujourd'hui, cette volonté de revaloriser la lentille de Saint-Flour aussi, la lentille blonde de Saint-Flour. Donc, ces produits qui sont importants pour des régions rurales de très faible densité, sur des produits qu'on prône aujourd'hui dans les régimes aussi alimentaires comme protéines végétales et qu'on essaie aussi de relocaliser, ou de localiser à proximité des villes. Donc je pense que c'est vraiment important d'insister sur l'importance aussi de la production de produits de qualité, même s'ils sont éloignés des métropoles pour des citadins, pour maintenir aussi de la vie dans les espaces ruraux et des paysages, et qu'on est bien toujours dans des complémentarités à des échelles différentes entre les villes et les campagnes. Je pense que ça, c'est important. Et puis, ce que je voulais ajouter aussi, puisqu'on joue sur les échelles et que je suis géographe, comme vous l'avez rappelé, je pense que ces signes de qualité, en tout cas ces filières territorialisées, elles revêtent des enjeux, bien sûr, pour la France, vous l'avez dit, pour l'Europe, mais c'est aussi des combats qui existent à l'échelle internationale, notamment pour une reconnaissance au titre de la loi sur les propriétés, au titre des propriétés intellectuelles dans le cadre des accords de l'OMC, et que ça revêt des enjeux très très importants pour des territoires ruraux, des pays du Sud, comme on les qualifie aujourd'hui aussi, et que c'est une bataille
je pense, qui est une bataille collective et pour tout le monde. Donc, c'était pour donner cette petite ouverture. Et surtout, ça aussi, ça revêt des enjeux de développement de territoires ruraux partout, mais aussi de diversité culturelle. Pensons que l'AFAO insiste beaucoup sur les enjeux des signes d'égalité, tout comme l'UNESCO, qui protège un certain nombre de produits au titre du patrimoine culturel immatériel, à des finalités aussi de développement local. D'accord. Merci, merci beaucoup. Oui, Dominique? Oui, je voulais rebondir encore parce que ce débat que vous posez là, enfin, ce thème que vous abordez est plus qu'important. On s'oriente vers 80% de la population en ville. Et il me semble que ces démarches ont aussi pour but, alors c'est pas évidemment le premier but, mais pourrait avoir pour résultat de refaire le lien avec le vivant. Quand 80% des jeunes naissent à des heures du premier espace naturel, du premier vignoble, du premier troupeau d'animaux, c'est quelque chose qui du coup, leur rend difficile le lien avec le vivant. Et j'avais pour coutume de dire, vous avez rappelé tout à l'heure que j'avais eu des responsabilités à la FNSA, j'ai parcouru pendant 10 ans la France un peu dans tous les sens, et je disais régulièrement qu'il y avait des paysans dans tous les lotissements. Et dans chaque barre d'immeuble, à chaque étage, il y a des gens qui ont le goût, le savoir-faire de la terre ou du vivant. Auront-ils l'opportunité de pouvoir s'y confronter? Eh bien, l'alimentation, à travers ces filières-là, quand on est capable je reviens sur l'exemple de mon lait. Dans notre cahier des charges, pour le moment, nous n'avons que 3 critères. Parce que nous avons voulu faire simple. Les discours techniques à expliquer à quelqu'un qui fait ses courses, qui a 1 heure et qui a 2 enfants au pied du caddie, c'est trop compliqué. Nos vaches mangent 80% d'herbe et elles sortent. Voilà. Mais là, derrière le mont montagne, on n'imagine pas autre chose. Et on a voulu rappeler qu'on était capable de garantir ça aujourd'hui et en termes de développement. Et je crois que c'est des choses simples comme ça et fortes parce qu'on les retrouve sur la table qui sont capables de rétablir ce lien avec le vivant. Merci, merci beaucoup à tous les deux. Alors, on poursuit, on arrive sur le dernier temps de notre échange, et du coup, je voulais qu'on aborde du coup le lien avec le foncier. Hein. Donc, du coup, Dominique Barraud, je vais me tourner vers vous. Je rappelle que vous êtes vice-président de la SAFER Occitanie. Quelle politique foncière au service des filières locales de production? Alors, il y a trois niveaux au moins, me semble-t-il. Mais pour essayer d'expliquer les niveaux, je voudrais dire un mot de ce qu'on est en train de vivre, de voir et de mesurer qu'est-ce qui se passe dans les systèmes agricoles. J'appelle ça, moi, la notion de désintensification. C'est-à-dire que on a passé 40 années ou 50 années entre 45 et la fin du siècle à assurer la quantité alimentaire et on en avait bien besoin. Il fallait assurer et sécuriser pour les années à venir. Et depuis, allez, grosso modo, c'est pas précis à l'année près, mais depuis les années 2000, on assiste à la désintensification, c'est-à-dire la montée en puissance de l'agriculture biologique qui, avec d'autres méthodes plus douces pour le sol, fait appel à moins d'intrants pour le sol et pour les animaux. Et puis, tous les systèmes traditionnels qui convergent vers moins d'engrais, moins de phyto, ainsi de suite. Et donc, ça c'est une donnée lourde. Et puis, je pourrais, mais c'est pas péjoratif de ma part,
la place qu'il faut ouvrir au système alternatif. Quoique, c'est des demandes plus hétérogènes. Mais avec un point fort, c'est qu'on a besoin toujours de surface pour être agriculteur et toujours de plus de surface pour être agriculteur au vu des exigences biologiques, agronomiques, environnementales. Donc, ça c'est un point. Alors, du coup, le premier point pour la SAFER, c'est de répondre à cette demande d'agrandissement pour répondre à l'agriculteur qui a besoin de plus de surface pour avoir le volume minimum pour assurer son équilibre d'exploitation. C'est dans nos zones, on parlait d'Occitanie, d'Auvergne-Rhône-Alpes, des zones qui ont été très peu remembrées, sauf sur quelques axes routiers, quelques axes ferroviaires, à l'occasion d'aménagements autour des villes, et ainsi de suite, mais généralement, des zones qui ont été moins remembrées. Et aujourd'hui, les conditions d'exploitation pour sortir des animaux, le temps de travail qui est pris en compte par les jeunes, beaucoup plus que par les anciens que je représente, font qu'on doit rationaliser et comme on ne peut plus remembrer, à l'occasion de vente, on a beaucoup de demandes pour l'aménagement. Et le troisième niveau, c'est les filières dont on a parlé, qui, à des moments donnés de leur vie, trouvent qu'il y a moins d'installations, ont des marchés et veulent préparer l'avenir, favoriser l'installation et ainsi de suite, nous demandent à passer des conventions pour être sûr de penser à leur potentiel de production. Voilà. Donc, c'est ces trois niveaux, et j'intègre là-dedans, évidemment, tous les systèmes alters, mais qui sont d'habitude moins consommateurs de surface, hein, mais qui correspondent à ce qu'a évoqué Mme Delfosse autour de l'agriculture périurbaine, de proximité, et ainsi de suite. Merci beaucoup Dominique Barraud pour cet éclairage. Claire Delfosse, votre avis sur cette question des politiques foncières? Oui, je pense que y a aussi des enjeux importants interfilières, je dirais, comme vous l'avez dit, et des enjeux aussi qui peuvent être liés au changement climatique et à l'anticipation du changement climatique. Je pense, puisqu'on a beaucoup évoqué l'élevage, hein, mais c'est aussi des questions qui se posent fortement pour la vigne, notamment aussi, pour l'ensemble des productions. Mais sur l'élevage, la question dans les cahiers des charges d'obligation d'autonomie, ou en tout cas de plus grande autonomie alimentaire des troupeaux, pose question pour des systèmes à l'herbe notamment, et du coup renforce la pression foncière, comme vous l'avez dit, sur des territoires. Et cela alors que on a aussi donc des demandes d'installation, comme vous l'avez dit, alternatives ou hors cadre familial, qui sont pas forcément sur ces systèmes dominants, hein, puisque certaines filières territorialisées sont dominantes. Si je prends le comté, si je prends des systèmes bovins-lait aussi dans les Alpes, et que de ce fait, on peut avoir là des tensions très fortes sur le foncier, comme on peut en avoir aussi entre peut-être deux conceptions de ce qu'est une filière territorialisée. Entre la filière territorialisée sous IG, qui va nécessiter de plus en plus de terres en herbage pour nourrir un même troupeau, en lien avec ces idées d'autonomie, et de problèmes d'herbe liés aux sécheresses récurrentes, mais aussi des politiques territorialisées qui visent à installer des agriculteurs sur des systèmes autres pour diversifier et répondre à une demande de consommation de proximité. Donc en fait là, il peut y avoir des tensions très très fortes en termes d'usage du foncier entre plusieurs types de filières, et de fait aussi des acteurs agricoles et des acteurs territoriaux par exemple. Alors,
il y a aussi une réflexion qu'on peut avoir sur ces tensions en termes d'agrandissement, d'installation autre, de gestion du changement climatique et de gestion de ce qu'on appelle les transitions alimentaires et environnementales, hein, de demande aussi des consommateurs. C'est réfléchir à des systèmes de polyculture élevage aussi entre filières et des liens entre des filières d'élevage et des filières céréalières ou de culture pour aussi optimiser le foncier qui aujourd'hui devient quelque chose qui est rare, hein, qui se raréfie de plus en plus. Donc je pense que c'est des choses intéressantes et c'est des complémentarités qu'on peut avoir et qui existaient. Là, je travaillais un petit peu sur des questions de vignes et on voit aussi la possibilité de faire pâturer de faire venir des exploitations d'élevage de brebis pour passer dans les vignes et avoir des modes de gestion plus naturels. Et du coup, que ça, bien sûr, fertilise les sols, mais aussi des accords qu'on a entre maraîchers, éleveurs, ou retrouver, puisque on parlait de la Bresse, eh bien, des systèmes de polyculture élevage qui existaient auparavant à l'échelle des exploitations, hein, entre volailles et de polyélevage, hein, volailles, lait et céréales, qui aujourd'hui, où on a aujourd'hui des exploitations qui se spécialisent, mais qui restent à l'échelle du même territoire et qui peuvent trouver des complémentarités. Donc je pense que la gestion du foncier, elle passe aussi parfois par des réflexions entre filières. Tout à fait. Merci beaucoup. Alors, il nous reste 5 minutes. On va peut-être prendre quelques questions. Alors, j'ai une première question. Suite aux travaux de Stéphane Linou, le lien entre résilience alimentaire et sécurité nationale est reconnu par le gouvernement fin 2020. En avez-vous connaissance ? Ainsi que des possibilités d'action qu'il offre dans le PCS, donc plan communal de sauvegarde, pour relocaliser la production. Peut-être Claire Delphos? Je suis pas au fait complètement de toutes ces procédures, hein, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on est dans des réflexions sur on revient à des interrogations sur la sécurité alimentaire que l'on n'avait plus dans nos pays du Nord, hein, dans les pays développés. On voit face aux crises sanitaires, pas seulement la Covid, mais aux crises sanitaires d'une manière générale, face à justement la raréfaction du foncier, et puis face à l'évolution aussi des enjeux climatiques et des attentes aussi des consommateurs. Donc oui, je pense que du coup, cela va nous amener à penser le lien au territoire pour les filières de plus en plus. Et j'insiste dans ces complémentarités aussi entre territoires. Et je pense et au sein des territoires, entre des différentes filières. Je pense que ça, c'est des choses aussi importantes. Et bien entendu, tout ce qui est mis en place et toutes les réflexions qui sont mises en place pour diminuer la consommation du foncier agricole face aux besoins en termes d'urbanisation pris dans un sens très large, d'artificialisation des sols. Ouais. Et je pense aussi que ça va nous amener à réhabiliter des espaces qui peut-être étaient abandonnés à d'autres fins, avec d'autres systèmes, comme on parle d'agroforesterie, mais de pâturage sous forêt, ou vous voyez, des choses qui vont nous amener aussi à réfléchir aussi la complémentarité en hauteur, et pas seulement dans des fermes urbaines à étage ou production en sous-sol. Merci beaucoup. On a une autre question. N'y a-t-il pas de risque qu'en valorisant un produit par rapport à un territoire, on ne risque pas de développer des monocultures au détriment de la diversité qui serait peut-être plus sécurisante pour faire face aux aléas climatiques ou sanitaires?
c'est ce que j'évoquais un peu tout à l'heure. C'est-à-dire que effectivement, certains signes de qualité ont abouti dans certains territoires à une forme de monoculture. Mais aujourd'hui, on n'est plus du tout dans le même raisonnement. On essaie de retrouver des formes de diversification qui nécessitent justement des accords locaux entre ces différentes filières à l'échelle du territoire. Mais je pense aussi que on doit raisonner aussi par aptitude et que donc ces complémentarités, elles peuvent se raisonner à l'échelle d'un territoire, d'un micro-territoire, du local par exemple, mais aussi à l'échelle des régions et comme je le disais tout à l'heure, dans des complémentarités entre. On ne peut pas penser autonomie autonomie locale ou autonomie régionale. On est bien obligé de penser complémentarité aussi entre territoires. Donc diversifier, oui, c'est nécessaire, bien entendu, mais ne pas casser non plus des systèmes qui fonctionnent, qui sont adaptés à des milieux. C'est ça. Ouais. Réfléchir des complémentarités aussi entre territoires, sans aller vers la politique de spécialisation qu'on a pu avoir dans les années 50-60. Dominique Barraud, vous souhaitez réagir pour conclure? Oui, enfin, je partage ce qui vient d'être dit, mais la diversité, il faut faire attention que chacun ne l'adapte pas à son périmètre géographique. Il y a des périmètres de cohérence. Si en Franche-Comté, on fait de l'élevage, c'est parce qu'il y a guère de place pour autre chose que l'élevage. Le système élevage est adapté et la filière s'est adaptée sur la transformation après et sur la valorisation. C'est plus dans les cultures où le risque est grand, pour simplifier, pour gagner un temps de travail et ainsi de suite, d'aller vers des schémas. Je pense en particulier aux zones intermédiaires, les zones dites intermédiaires en France. Elles sont intermédiaires parce qu'elles ont abandonné l'élevage. Voilà. Elles sont devenues intermédiaires en culture. Mais voilà des zones où la réintroduction de l'élevage serait un bien pour la biodiversité, serait un bien pour la production du sol, serait un bien pour l'équilibre général. Mais après, il faut faire attention de ne pas raisonner chacun sur sa commune, sur son canton, sur son département, sur sa région. Il faut bien tenir compte de la capacité du sol. Voilà. Et des installations maraîchères, par exemple, dans des zones d'élevage pour répondre à une demande de produits frais de proximité. Hein, voilà. Eh bien, merci beaucoup Claire Delfosse, merci beaucoup Dominique Barraud pour votre collaboration sur ce webinaire. Merci à vous tous pour votre forte participation et vos réactions durant ce webinaire. Vous retrouverez le replay dès mardi sur la chaîne YouTube de la SAFER Occitanie. Alors restez en ligne dans une démarche d'amélioration continue. Je vous remercie de prendre 2 minutes pour répondre au questionnaire qui va s'afficher sur l'écran et je vous donne rendez-vous pour notre prochain Parlons Foncier, le direct, où nous resterons dans les plaisirs de la table avec la transmission de domaines viticoles et je vous donne rendez-vous le jeudi 24 juin à 13h30 avec Michel Lachat qui est directeur départemental de la Gironde à la SAFER Nouvelle-Aquitaine et Hervé Flamand qui est directeur du développement chez nous à la SAFER Occitanie. Voilà. Et dans cet intervalle, vous pouvez aussi assister en live sur notre chaîne YouTube jeudi 27 mai à 10h45 à notre table ronde consacrée à l'eau, en présence notamment de Florent Gull, le DRAF Occitanie. Merci beaucoup d'avoir suivi ce webinaire et je vous souhaite à tous une excellente journée.